Je vous propose qu'on y aille quand même, parce qu'en plus, il y a une échéance à 18h30. Évidemment, il n'y a aucune échéance à 18h. À 18h, à 16h30, pardon. Il y a une échéance à 16h, c'est ce que je voulais dire. Vous savez, c'est le match de foot. Vous inquiétez pas, on vous tiendra au courant, vous nous tiendrez au courant. Mais en tous les cas, on a plein de choses intéressantes à se dire. Et puis, on a quand même le meilleur spécialiste que je vous présenterai dans un instant. Donc, cette table ronde, elle est consacrée à demain, toujours plus de révolution. On va faire de la futurologie, la prospective, des perspectives. Est-ce que c'est encore possible ? On a avec nous sans doute l'oracle économique, celui qu'on appelle Monsieur Doom, qui est celui qui avait prévu la crise des subprimes. Maintenant, dès qu'il parle, on s'inquiète ou au contraire, on se rassure. En l'occurrence, Nouriel Roubini, qui est là, Monsieur Nouriel Roubini, bonjour, merci d'être avec nous. À vos côtés, vous avez Antoine Frérot, qui est le président de Veolia, faut-il le présenter, leader mondial du service à l'environnement, de l'eau. Ce qui est intéressant, c'est que vous verrez, il y a des économistes, bien sûr, mais il y a aussi des chefs d'entreprise qui nous diront comment, dans ce monde de plus en plus incertain, ils arrivent encore à faire des business models, à faire des prévisions. À côté d'Antoine Frérot, Patricia Barbizet, qui est aujourd'hui présidente du comité de surveillance des investissements. Bonjour Patricia, merci d'être avec nous, surtout dans ces nouvelles fonctions. Qu'est-ce que l'État peut faire justement pour essayer de prédire notre avenir? À vos côtés, Mecca Brunel, qui est présidente de Gecina, une des plus grosses foncières qui gère un parc immobilier énorme, et puis en plus une femme qui dirige un grand groupe, c'est assez rare en France. À côté de vous, le grand spécialiste des moonshots, Alexandre Cadin, qui est fondateur d'Anima, qui est aussi membre de la fondation, vous savez, des prix Nobel, des fondations X-Prize, la fondation d'Elon Musk. Et puis bon, le régional de l'étape, celui qui fait la une de la Provence lorsqu'il participe aux rencontres économiques. Et pourtant, il est marseillais. C'est le président de l'Olympique de Marseille, Jacques-Henri Hérault. Merci d'être avec nous, surtout en ce jour si important. Mais vous verrez, c'est très important, le football devient une industrie de spectacle. Et donc là aussi, on a besoin de savoir comment prédire. Et puis, évidemment, je garde le meilleur pour la fin, celui qui va introduire cette session, David Esmar, qui a été le meilleur, c'était hier en l'occurrence, le meilleur économiste français, qui maintenant est professeur au MIT, comme certains. Ils sont partis à l'étranger, mais il va nous revenir. En tous les cas, il est avec nous. David, je vous laisse introduire cette session. Chacun va parler à peu près 5-6 minutes. Et puis ensuite, évidemment, on fera le débat avec vous. C'est à vous. Merci Edwige pour cette introduction probablement excessivement flatteuse. Donc l'objet de cette session, c'est de réfléchir plus fort. Je peux prendre le micro alors. Voilà, là, ça marche. Donc l'objet de cette session, c'est d'essayer de réfléchir à prédire l'économie à moyen, très long, disons, à long terme, donc à horizon, disons 2040-2050. Pourquoi est-ce qu'on pense que c'est intéressant? Parce que c'est intéressant pour plusieurs raisons. D'abord pour un investisseur de long terme comme l'État, donc Patricia Barbizet vous en parlera, c'est quelque chose d'important. Et puis de manière générale pour chacun de nous, avoir une idée de long terme de ce qui va advenir de l'économie, c'est important. Si on a des enfants qui sont au lycée, si on est soi-même un étudiant qui cherche à acquérir des compétences, quel genre de compétences on veut acquérir, c'est aussi des paris très forts, de long terme, très engageants, et donc c'est toujours bien d'avoir un scénario. Alors maintenant qu'on a dit ça, évidemment, prédire le futur, c'est difficile, surtout à l'horizon 2050. C'est difficile parce qu'on sait qu'on n'est pas très bien équipé comme être humain pour ne pas faire d'erreur en l'économie comportementale, qui est un de mes domaines de recherche. On sait bien que les gens sont systématiquement biaisés, ils sont soit trop optimistes, soit trop pessimistes, de manière un peu prédictible. On sait aussi que les gens forment des anticipations de manière un peu aléatoire et qu'au fond, finalement, c'est peut-être une prédiction moyenne qu'il faut chercher plus que la prédiction de chacun, au sens où tout le monde a un petit peu... Et puis par ailleurs, donc ça c'est les gens de manière générale, et quand on parle d'experts, c'est encore pire. C'est-à-dire que les experts ont le problème qu'ils sont trop confiants en eux, donc ils ne sont pas bien calibrés, comme on dit. Ils sous-estiment l'incertitude de leurs prédictions. Et donc c'est quelque chose qui est très difficile à défaire, en un sens. Donc voilà, donc une fois que j'ai posé ces préliminaires un peu sur quel est notre objectif et comment on va le faire, évidemment, et en ayant une fois que j'ai dit que c'était très difficile de prédire le futur et qu'on était tous biaisés, mal calibrés, etc., je crois que c'est quand même, je suis un peu obligé moi-même de faire ma propre prédiction, mais avec humilité.
Donc, quand on regarde un peu l'histoire de l'économie des 40 dernières années, dans les pays émergents et surtout dans les pays développés, parlons des pays développés, il y a 4 grandes tendances qui se dégagent. La première grande tendance, c'est le ralentissement de la croissance de l'économie. La deuxième tendance, c'est la baisse de la part des salaires dans la valeur ajoutée, c'est-à-dire la baisse de la part du PIB qui est distribué aux salariés. Ça diminue dans tous les pays, un petit peu moins en France, mais partout. La hausse des inégalités de revenus et des inégalités de patrimoine, ça aussi c'est un fait, ça fait l'objet de plusieurs livres dont on a beaucoup parlé. Donc ça, c'est aussi une tendance de fond des 40 dernières années. Le dernier phénomène important qui aussi marque les 40 dernières années, c'est la baisse des taux d'intérêt. Donc les taux d'intérêt passent de 10% à 0%, voire même négatifs en termes réels. Donc ça aussi, c'est une tendance séculaire. Donc l'économie mondiale est frappée par ces grandes mutations, ralentissement de la croissance, augmentation des inégalités, baisse de la part des salaires dans la valeur ajoutée et baisse des taux d'intérêt. Et donc la question, c'est pourquoi. Et donc là, il y a 2 écoles de pensée. La première école de pensée, c'est de dire les régulateurs ont laissé faire, ont laissé se constituer des gros monopoles qui enrichissent les actionnaires, ce qui explique les inégalités, qui pressurent les salariés, ce qui explique la baisse de la part des salaires dans la valeur ajoutée, et qui, comme ce sont des monopoles, ils n'investissent plus, et donc du coup la croissance ralentit. Donc ça, c'est l'explication régulation. Et puis il y a une deuxième explication, qui est plutôt une explication à base de technologie. La technologie moderne est différente. Elle se substitue aux travailleurs non qualifiés, elle détruit des emplois non qualifiés, ou routiniers, disons. Elle augmente énormément la productivité des manipulateurs de symboles, comme ça a été dit il y a plusieurs années par Robert Reich. Donc on crée des inégalités de revenus, comme ça. On substitue des machines à des gens, donc ça fait baisser la part des salaires dans la productivité. Et puis, de manière générale, c'est devenu très dur de trouver des nouvelles idées. On remarque que le nombre de chercheurs qu'il faut pour développer un nouveau médicament, le nombre de chercheurs qu'il faut pour augmenter les rendements agricoles, par exemple, ou pour augmenter la vitesse de calcul des processeurs, augmente régulièrement. Donc il faut de plus en plus faire d'efforts de recherche pour atteindre le même niveau d'augmentation de la productivité de l'économie. Et c'est ça qui pourrait expliquer aussi la grande stagnation dont on parle souvent. Donc tout ça pour dire... Qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est les 40 dernières années. Donc là, ok, j'ai dessiné un dessin. On ne sait pas, régulation, technologie. Et j'ai beaucoup de raisons de penser que la technologie est le facteur dominant. Mais une fois qu'on a dit ça, maintenant, de quoi vont être faites les 40 prochaines années? D'accord? En 40 prochaines années, est-ce que la technologie va continuer à donner forme comme ça aux grandes évolutions de l'économie? Et en particulier, un des sujets qui va être évoqué par mon voisin de droite, Nouriel Roubini, c'est l'effet de la technologie sur l'emploi, donc sur les inégalités dans le temps à venir. Et c'est là où je pensais que cette session avait une bonne complémentarité entre des économistes, comme Nouriel ou moi, et des investisseurs comme Patricia Barbizet ou des entrepreneurs. C'est qu'on allait pouvoir développer un discours sur quelles sont les compétences, étant donné les mutations technologiques, quelles sont les compétences dont l'économie va avoir besoin, ce qui reboucle sur le propos initial du projet, qui est de formuler un scénario pour permettre aux gens de prendre des bonnes décisions, notamment d'éducation, mais aussi d'investissement. Voilà. Merci beaucoup, David. Vous avez effectivement tracé un peu les grandes lignes. On reviendra sur la compétence. On est quand même à Aix. On est dans une fac. C'est intéressant de savoir quels sont les jobs de demain. Hein. Je pense que ça peut les intéresser. Je m'adresse à vous en haut à droite. Je propose tout de suite de passer la parole à Nouriel Roubini. Nouriel Roubini, vous avez écouté ce que vient de dire David Esmar. Est-ce que pour vous, comment vous voyez les 40 prochaines années? Est-ce que vous avez quand même un petit soleil, le soleil d'Aixois, d'Aix, a-t-il peut-être entrouvert une fenêtre chez vous ou vous restez vraiment Mr. Doom? Okay. First of all, thanks very much for inviting me. It's a great pleasure and honor being here. And of course, you know, economists are in the business of forecasting, but when it comes to forecasting, I'm reminded of 2 stories. One was the famous Yogi Berra, was the coach of the baseball team, the Yankee. He once said, it's very hard to make forecasts, especially about the future. So that's the first caveat.
And the second joke is the joke that says that God created economies to make astrologers and weathermen look good in comparison, since economists had a pretty dismal, how to say, track record in forecasting the future. So in spite of that, I'll try to say something about how the global economy may evolve in the next few decades. And as David was already pointing out, there is a little bit of a paradox today, because I often go to Silicon Valley and I speak to these gurus of the tech sector, people like Eric Schmidt and others. And if you talk to these people there, they're really excited and giddy, and they say, we have never seen such a major amount of innovations, and these innovations and these technological revolutions are going to completely change in the next few decades the way we live, the way we work, the way we produce, the way we socialize, entertain, and so on. So you have this massive increase in technology. On the other side, if you look at it from a macroeconomic point of view, the macroeconomic data for the last decade suggests that actually productivity growth in advanced economies has been low, even in the US, Europe, Japan, and so on, and has been falling. So there is a bit of a gap between what the micro stuff that comes from the innovator, Silicon Valley, the technologies say, and what's coming from the data top down. Now, there are two interpretations of it. Some people, like economic historians like Robert Gordon, say all the latest innovations are just gimmicks, lots of little apps that are fun to play, but actually they waste our time, they're not really useful, they're not going to be changing the way we live and work, compared to the major industrial revolutions of the past, the invention of the internal combustion engine or electricity and so on and so on. So some people are what I would refer to as technological pessimists. They believe that there is not really innovation right now. Other people say, no, there is innovation, but we're not measuring it very well. There is lots of stuff that is free. Anybody can use a smartphone and with Google have instant recall of any data and so on. And there is always a lag also between the time that the innovation occurs and the increased productivity at the macro level. Even when there was the first internet revolution in the 1990s, initially productivity growth was only in the tech sector, and was only when those applications went to the general economy we saw a burst of innovation. Now, in this debate, I'm on one side an optimist because I'm not a technological pessimist. I believe that actually there will be a revolution in the way technology is going to change our life. I remain more of a pessimist because I fear what are going to be the consequences on the distribution of income and wealth and the future of jobs and income coming from a technological revolution. So I'll start telling you what is the positive side of it and then what is the dark side of it. On the positive side of it, I would say that we don't know fully which are going to be the new industries of the future, which are going to be successful. But it's true that we live in an amazing time when there is a huge amount of technological innovation. One of these sectors, of course, is IT, information technologies. And my view is that the combination of artificial intelligence, machine learning, deep learning on one side, use of big data on the other side, and connecting that one with the Internet of Things, the sensor, they're going to capture all this data, are going to completely revolutionize pretty much every sector of the economy. So one, there is IT. Second, there is MT, or manufacturing technologies. We're going to certainly be in a world in which robotics, automation, 3D printing, personalized manufacturing is going to radically change also production of goods and services. Three, there is ET, energy technologies. It's not just the fact that there is now new forms of fossil fuels like shale gas and oil, but there is all the phenomenon of the green economy, of clean tech, of solar, of the collapse of the price of alternative energy. This is going to make energy much cheaper and therefore allows us then to produce much more and much better and so on. There is also BT, biotechnologies, biomedical research, gene editing. All the things are happening with stem cell research. It's going to make us live healthier and longer. People say until 100 or 120, if not longer than that. There is also a revolution in agriculture, agricultural technologies.
If the price of energy is going to collapse because of the price of solar energy is going to collapse, we're going to be able now to find new sources of water, cheaply so, like, for example, using desalination. And as you know, in many countries in the world, the constraint to agricultural productivity is not having enough fresh water. So the price of energy is going to collapse. We're going to be able to desalinate water. There'll be a huge amount of water. There is also genetic research in production of crops and so on. And there'll be a massive increase in productivity of agriculture. There are two more sectors in which there'll be a revolution. One is FT, financial technology or fintech. Again, the use of AI, big data, Internet of Things is going to imply there'll be a revolution in the payment system, a revolution in the credit allocation, a revolution in insurance and even in asset management, like Robocops. And finally, unfortunately, in a world in which there are also geopolitical conflicts, there'll be also a revolution in defense technology, DT, the use of high tech for weapon systems like drones and other ones. So whether the revolution is going to be in IT or MT or ET or BT, AT, FT, DT, there's a huge amount of stuff that's happening in the world that is going to change completely the way we live and work. That's the positive side of it. And the optimists always say also, don't worry about jobs, because there are going to be new industries of the future, new goods and services of the future, and we cannot even think of what will be the jobs of the future. There'll be stuff that's going to be using technology, like it happened after the first and the second and third revolution. So there is this utopian view that the economic pie is going to grow, and there'll be new jobs, new sectors, and everything's going to happen happily. There's, however, a more dystopian view that I would like to address that is a risk. If we look at technology, we see that increasingly technological innovation today is becoming capital intensive, skill bias, and labor saving. So if you own real and financial capital and you can invest in new technology, you're going to do well. If you are in the top 20, 30% distribution of skills, education, human capital, I'm sure pretty much in this room here, technology is going to make you more productive and you're going to do well. However, if you are a low-skill worker, initially blue-collar, but increasingly technology is displacing even white-collar jobs, and increasingly it's not just low-value-added jobs that are being displaced, but also middle-added value jobs, your jobs and your income are going to be increasingly displaced by technology. And that's going to be a major source of economic and social disruption. Now, this concern about technology was occurring even before. In the 1920s and 30s, John Maynard Keynes, the great economist, said, we should not fear technology, because if technology is going to imply there is less jobs, that's okay. Instead of working, each of us, 60, 70 hours a week, we're going to work 10, 15 hours, and the rest of the time, we're going to spend it enjoying leisure, writing poetry, music, or all that fun things of life. But the reality is, as I pointed out, one in which if you're a skilled worker, actually, your skills are in high demand. But if you are a low-skill or middle-skill worker, your jobs and income is going to be displaced. So my future is more one in which everybody's in this room, since they're very skilled, and they're going to be able to use and survive and thrive with the technology, are going to work more, 60, 70, 80, 99 hours a week, like it happens for investment bankers, technologies, entrepreneurs, and so on. And then everybody else is going to have no job and no income. So there'll be a duality in the labor market in which instead of all of us working 10 hours and enjoying leisure for the rest of the time, some of us are going to be very productive, work more because we benefit from technology, and everybody else is going to be displaced. And if you think about it, today, we're already seeing this populist backlash against trade, against migration, against globalization, but also increasingly against technological innovation. The manifestation of it are the election of Trump in the United States, the vote on Brexit in UK, the fact that in Italy you have now these populists that have come to power, and it's not just Italy. In half a dozen European countries now, populist parties of the right or the left are now in power. And this phenomenon of this backlash, in my view, is going to get worse. And today the backlash seems to be against trade and migration, say in the United States or some parts of Europe. But if you think about it, the biggest disruption in the future are not going to come from trade or migration, but are going to come from technology. And I'll give you the following example.
Suppose that the President of the United States, Donald Trump, was able to build a wall and not allow anybody to get into the United States. And suppose that he was imposing tariffs on everybody and there'll be no trade deficits. In spite of that, technology is going to disrupt in the next few decades jobs and income much more than trade and migration. And I'll give you the following example. In 48 states of the 50 states in the United States, the #1 job is truck driving, and there are now millions of people that are Uber drivers. Now, we don't know whether it's going to take 5, 10, 15, or 20 years, but the future of driverless cars and truck is going to be ahead of us, and all these jobs have nothing to do with trade, have nothing to do with migration. And it's not just manufacturing jobs, but increasingly service jobs, education, government, transportation, retail, and so on and so on. And I think as a society, we're not able to even think about how we're going to be addressing the millions or dozens of millions of jobs that are going to be displaced by technology even more than trade and migration. So that's a challenge we're facing ahead of us. And I'll stop here for now. Thank you. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Honoré El-Roubini. On a plein de questions à vous poser. Peut-être juste vous en poser une. On reviendra sur la question des jobs une fois que tout le monde aura parlé. Juste une question sur les inégalités et sur la distribution des richesses. Est-ce que vous croyez à la théorie du ruissellement? C'est une grande théorie en France, actuellement, dont on parle beaucoup. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui, effectivement, peut marcher? Well, I make the following observation. In countries in which, of course, the amount of regulation is excessive, in which entrepreneurship is not incentivized, in which probably the taxation of entrepreneurship is excessive, I believe that reforms are going to lead to more flexible labor market, more entrepreneurship, more startups. The benefits are going to be over time an increase in potential growth, a creation of jobs, and an increase in income and so on. So I believe that some of that phenomenon is going to be occurring, and I'm all in favor of it. But as I pointed out, we have to be aware of policies that in the short run, as we do this transition, may increase income and wealth inequality, and income and wealth inequality has been rising in many advanced economies because of trade, because of migration, because of globalization, because of technological innovation, this capital intensive and labor saving, and also in part because of the economic and political power of economic and financial elites that have used the political system to increase actually the benefits and taxation for themselves. So we have to make sure that whatever policy we introduce, they are leading to growth that is inclusive, that reduces inequality, because otherwise the backlash is going to become excessive. Ok, merci beaucoup. C'est intéressant d'avoir ces réponses. Antoine Frérot, vous êtes, je le disais, président de Veolia, mais vous êtes aussi président de l'Institut de l'entreprise. Vous avez entendu Honoré El-Roubini qui disait que les révolutions, elles concernent évidemment votre secteur de l'énergie, de l'eau qui devient une denrée rare. Comment est-ce que vous, en tant que chef d'entreprise, vous dirigez des milliers de personnes, comment dans ce contexte de révolution, de transformation, vous arrivez à construire quelque chose pour 20 ans, 40 ans, 50 ans? Bonjour à toutes et à tous. Chez Veolia également, bien sûr, nous nous sommes interrogés sur les principaux enjeux à long terme, mettons à 2040, qui pouvaient avoir un impact particulièrement fort sur nos métiers. Et quand je parle d'enjeux, il ne s'agit pas seulement des enjeux économiques, mais plus globalement des enjeux collectifs, des enjeux de société. Parce que c'est nécessaire pour pouvoir placer l'utilité d'une entreprise en face de ces enjeux. C'est parce qu'une entreprise est utile qu'elle est prospère, et pas l'inverse. Et pour être utile, elle doit s'accorder aux principaux enjeux collectifs de son époque. Dans une large gamme d'enjeux, nous en avons retenu 3 principaux qui devraient mobiliser et transformer le plus nos métiers. Et c'est sur ces enjeux et leurs conséquences que nous concentrons, je dirais, une bonne moitié de nos efforts d'innovation. Le premier concerne l'alimentation. Et
Pour le résumer en une brève phrase, je dirais qu'il peut se résumer de la manière suivante. Comment nourrir 9 milliards d'habitants sur la Terre en 2040, avec par ailleurs une demande de protéines animales qui va être multipliée par plus de 2 par rapport à celle qui existe aujourd'hui à cause de la croissance des classes moyennes à travers le monde. Donc comment nourrir ces 9 milliards de personnes alors que les ressources en sol, les ressources en eau et les ressources en énergie se raréfient. La deuxième grande question, le deuxième enjeu, il concerne l'énergie pour nos métiers et comment répondre à la demande énergétique qui va, elle aussi, d'ici 20 ans, être multipliée par 2 en tant que demande. Et à l'intérieur de cette demande énergétique, la demande en électricité sera sans doute multipliée par 5, tout en préservant les ressources naturelles et bien évidemment en luttant contre le réchauffement climatique. Et puis le troisième enjeu qui nous concerne peut-être un peu plus particulièrement encore chez Veolia, c'est l'enjeu des nouvelles pollutions. Comment les éviter, ces nouvelles pollutions, ou comment les traiter, notamment celles qui s'accroissent le plus significativement aujourd'hui et qui vont continuer à s'accroître, la pollution de l'air. L'OMS s'attend à avoir plus de 7,5 millions de morts en 2040 à cause de la pollution de l'air. La pollution des sols, dont on parle peu souvent, et les nouvelles pollutions, notamment dans l'eau, les perturbateurs endocriniens à partir des résidus médicamenteux ou bien des nanotechnologies. Ces 3 grands enjeux impactent beaucoup nos métiers de la gestion des ressources, de l'eau, de l'énergie et des déchets, et demanderont tous, d'une part, d'accroître significativement l'efficacité de l'usage de toutes les ressources en eau, en énergie, en sol et en matières premières. Pour augmenter cette efficacité, le rôle du digital, nous n'aurons sans doute pas le temps de le traiter pendant notre session, mais le rôle du digital sera très important. Et puis enfin, au-delà d'augmenter l'efficacité, il va falloir inventer de nouvelles voies pour créer de nouvelles ressources, des ressources alternatives. Et c'est toute l'économie qui deviendra de plus en plus circulaire à travers le recyclage tous azimuts, mais également l'économie de l'usage plutôt que l'économie de la possession. Vous nous avez demandé tout à l'heure avec David, Edwige, quelles conséquences en matière de compétences pour les futurs salariés d'entreprises comme les nôtres. Tout d'abord, j'y vois des conséquences en matière de ce qu'on appelle généralement les sciences exactes, des compétences en matière de sciences du vivant, comme d'ailleurs Muriel l'a rappelé tout à l'heure, en biologie, en biotechnologie, en médecine, en chimie verte, en biomimétisme, un domaine qui émerge mais qui est sans doute voué à un grand avenir, des connaissances en matière de sciences de l'énergie, thermodynamique, et tout ce qui va concerner le stockage de l'énergie, des connaissances également en matière de sciences des matériaux, les nouveaux matériaux, ou bien l'usage des matériaux recyclés, et puis bien évidemment des connaissances en matière de sciences du digital. Mais ces sciences exactes, elles ne vont pas être suffisantes. Il va falloir les compléter par des capacités à comprendre toutes les interactions entre les différentes activités humaines, des interactions physiques tout d'abord, mais aussi des interactions humaines. Et c'est là que les sciences humaines auront, dans 20 ans à mon avis, un impact et seront une nécessité encore plus grande qu'aujourd'hui. Ces sciences humaines qui vont de l'économie à l'anthropologie, en passant par l'histoire, par la géographie, la démographie, la géopolitique ou même la philosophie, cette capacité de relier et les activités et les désirs des êtres humains à travers la planète sera nécessaire pour bien utiliser et bien comprendre ce qu'on peut faire de ces sciences exactes. Et puis enfin, je pense que les salariés auront aussi, peut-être encore davantage qu'aujourd'hui, besoin d'une capacité à imaginer et à mener des expériences et des expérimentations de terrain, et ne serait-ce que pour acquérir de nouvelles connaissances de terrain. Ce qui fait que, bien sûr, les salariés et les plus jeunes d'entre eux auront besoin de connaissances, mais ils auront également besoin de types de comportements spécifiques, la pluridisciplinarité, afin de combiner leurs
connaissances exactes, mais également leur capacité de comprendre le monde, le travail en équipe, le travail en projet, davantage de curiosité sans doute encore qu'aujourd'hui, et davantage de créativité. Au début de leur carrière, ils utiliseront et se feront remarquer sans doute à partir de leurs compétences, de leurs connaissances, mais au fur et à mesure de leur carrière, c'est davantage les comportements qui seront sans doute, qui pèseront le plus lourd dès lors que les jeunes qui les suivront apporteront à leur tour leurs connaissances. Merci Antoine Frérot. Je reviens un tout petit peu sur ma première question parce que peut-être que je peux l'affiner. Quand on dirige un grand groupe comme ça ou quand vous êtes président de l'Institut d'entreprise, donc vous travaillez avec des chefs d'entreprise, il y a du reste, il y en a dans la salle. Comment est-ce que vous faites aujourd'hui pour décider d'un investissement? En plus, dans votre secteur, c'est des investissements très lourds, à 40 ans, à 50 ans, 60 ans, sachant que quand on écoute déjà David Tesmar, Nouriel Roubini, on voit bien que tout change, tout va évoluer, qu'il y aura une rupture technologique. Comment vous faites? Alors, les investissements les plus lourds dans une entreprise ne concernent pas ce que nous imaginons être les besoins de nos clients à 40 ans ou à 20 ans. Les investissements les plus lourds, ce sont des investissements pour des besoins qui sont déjà identifiés et qui existent aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, pour Veolia, les besoins les plus importants, ce sont tous nos investissements en matière de tri, de recyclage et de traitement des plastiques usagés pour en faire des matières premières vierges, enfin, concurrentes des matières premières vierges. Pour les investissements plus loin, plus longs, par exemple, je parlais des micropolluants et des perturbateurs endocriniens. Nous travaillons aujourd'hui, par exemple, sur des membranes qui imiteraient le fonctionnement des branchies de poissons, d'où l'idée du biomimétisme. Ce ne sont pas des investissements les plus lourds. Les investissements qui défrichent un domaine ou un besoin balbutiant ne sont pas les plus lourds. Il faut néanmoins les sélectionner. Je vous disais, ça fait quand même la moitié des efforts d'innovation. Mais ce ne sont pas des investissements physiques lourds encore. D'accord, ok, merci. Justement, ça faisait le lien, c'est pour ça que je me permettais de reposer la question avec vous, Patricia Barbizet. Vous êtes aujourd'hui président du comité de surveillance des investissements d'avenir. J'ai envie de dire, c'est tout neuf, ça vient de sortir. Donc peut-être vous pouvez nous expliquer à quoi sert ce comité et surtout quel est le rôle de l'État dans ces investissements d'avenir et quelle est la légitimité de l'État aujourd'hui? Parce qu'on a eu des grands plans industriels, pas forcément marché. Donc, comment est-ce que vous concevez votre rôle? C'est à vous. Merci Edwige. Je dois dire que, bonjour à tous. Je dois dire que refaire le monde et prévoir le monde de 2040 en 7 minutes, un jour de match, c'est un joli challenge sur l'accélération du temps. Et donc, je vais m'y essayer. J'ai donc prolongé beaucoup ce qu'a dit d'ailleurs Antoine, parce que je partage tout à fait ce qu'il vient d'évoquer. Des évolutions, il y en a toujours eu. Depuis la nuit des temps, des révolutions aussi, c'est-à-dire des choses qui font basculer une société vers une nouvelle activité dominante. Il y en a eu un peu moins, mais il y en a eu beaucoup. Et est-ce qu'on est dans une période, comme dirait le Guépard, est-ce que tout va changer pour tout rester pareil, ou est-ce que tout va changer et rien ne restera pareil? Je pense, quant à moi, que ce sera plutôt ce point-là, pour deux raisons. La première, c'est parce que les changements d'aujourd'hui me paraissent beaucoup plus profonds et beaucoup plus importants que ceux des dernières révolutions. La dernière qu'on a vraiment connue, c'était Internet. Elle a tout changé dans chacun des métiers, mais elle n'a pas transformé les métiers, fait disparaître des métiers ou changé le futur des sociétés, comme les révolutions que nous connaissons, que nous allons connaître, je pense, le feront. Il y a en tout cas une certitude, c'est l'accélération du temps et du changement. 5 siècles entre l'imprimerie et l'ordinateur, 10 ans entre Internet et le smartphone, et ça continue, et 2030, c'est demain. C'est la même différence entre maintenant et 2030 que quand on a commencé la crise des subprimes. C'est pas si loin, ça va très vite. Donc je voudrais aborder, ou plutôt effleurer, 3 aspects. Les principaux domaines où je pense qu'il va y avoir des grandes révolutions, les conséquences ou surtout des questions fondamentales que ça me paraît poser, et comment je vois là-dedans le rôle de l'État auquel je crois beaucoup. Alors les principales révolutions, je les cite simplement, pas pour faire un catalogue, mais parce que ça me frappe de voir le nombre de domaines et la profondeur des changements qui va arriver. D'abord, les révolutions structurelles. On aura une révolution démographique, politique et économique. L'avantage avec la démographie, c'est qu'on sait assez bien prédire les choses. On voit que la Chine deviendra la principale superpuissance, qu'elle sera suivie du Brésil et de l'Inde qui vont accélérer leur leadership. L'Afrique aura 2 fois plus d'habitants en 2030 qu'en 2010, et ça deviendra à l'évidence un relais de croissance qui sera très disputé. Les grandes démocraties occidentales
Europe ou US sont en train de s'affaiblir et c'est une chance historique pour se bouger un peu sur le rôle de l'Europe et essayer de redéfinir cet idéal européen auquel nous attendons. On aura une révolution écologique, énergétique, environnementale. On ne connaît pas l'ampleur du réchauffement climatique. Patrick Artus disait tout à l'heure 4 degrés, est-ce que ce sera 2 ou 4 ? On ne connaît pas la forme de l'énergie du futur, on ne connaît pas la façon dont elle sera stockée. Mais on sait, et Antoine Frérot le disait à l'instant, que tout tournera autour des 4 biens essentiels pour l'humanité, l'eau, l'énergie, l'habitat et l'alimentation. On aura une révolution technologique et numérique, avec une automatisation massive et systématique dans beaucoup de domaines. On aura une accélération des puissances de calcul considérable jusqu'à l'arrivée probable de l'ordinateur quantique, même s'il n'est pas demain matin, il va là encore tout changer. On aura aussi des nouveaux outils de représentation virtuelle, de haut débit massif, d'intelligence artificielle naturellement, de la blockchain qui va aussi changer beaucoup de choses et qu'on ne peut pas réduire, et loin s'en faut, aux crypto-monnaies, de miniaturisation, de nanotechnologie. Et surtout, on aura une convergence des recherches et une combinaison de tous ces outils, et c'est là où l'ensemble prend une dimension totalement considérable. On aura une révolution sociétale des usages, vous le disiez, l'économie de masse devient une économie d'usage, elle devient une économie personnalisée parce que grâce aux algorithmes, on saura tout ce que vous faites et voulez faire et pouvez faire. On aura des voitures autonomes, on aura des villes numériques et on aura bien d'autres choses encore dans ce domaine de l'usage. Dans les domaines de recherche et d'innovation, on aura dans le domaine de la santé des révolutions majeures en termes de génétique, de biologie ou de génomique. Il y en a une partie qui est déjà là. On aura une santé qui sera personnalisée, qui sera prédictive, qui sera préventive et qui sera participative. Il faudra bien trouver les réponses à tout ça. Enfin, le spatial, qui sera peut-être la nouvelle conquête de l'Ouest et qui nous apportera plein de choses, des nouveautés, des connaissances certainement très différentes et utiles en matière de microbiologie, en matière d'alimentation ou d'agriculture, en matière de minerais, qui sera peut-être une façon de répondre à la rareté des terres rares et des minerais dont nous aurons besoin pour faire fonctionner tout ça. On trouvera peut-être des formes de vie dans l'espace qui nous apprendront beaucoup. Pourquoi pas un monde habité ? Pourquoi pas des infrastructures à construire dans ce monde habité ? Tout ça fera émerger des nouveaux champions et on ne sait pas si les GAFA seront encore GAFA ou s'il y en aura d'autres, si Uber va être ubérisé lui-même. Alors, quelles questions fondamentales ça pose ? Bien sûr, les nouvelles formes de travail. Ça va supprimer des tâches ingrates, ça c'est plutôt bien. Ça va supprimer des métiers et en millions de postes, ça c'est probablement moins bien. Et donc, à nous de faire évoluer les compétences. Et là encore, je relais ce que disait Antoine Frérot. Il y aura moins de compétences basiques et d'exécution. Il y aura plus de compétences technologiques sophistiquées. Il y aura aussi et beaucoup plus des compétences commerciales, des compétences d'empathie, des compétences créatives, des compétences managériales. C'est avec tout ça qu'on arrivera à faire fonctionner le tout. Et donc, l'aspect projet de mobilité professionnelle commence depuis l'école jusqu'à la formation professionnelle, sont des enjeux qui sont désormais majeurs. Et je suis toujours très sensible au fait qu'en France, on enseigne encore les maths, les concepts, l'abstraction, et je trouve que ce sont des outils utiles. Je ne désespère pas de revoir beaucoup de philosophie, beaucoup d'histoire et beaucoup de littérature dans nos enseignements qui nous permettront et qui permettront à nos enfants de passer d'une technologie à une autre et surtout de les dominer. On aura probablement une remise en cause du lien social avec un nouveau modèle de création, de partage des richesses. La question des inégalités devient absolument centrale. Le défi de la confiance est là. Je ne sais pas si le revenu universel sera la solution, mais en tout cas, il va bien falloir le faire. On aura enfin des questions éthiques, la singularité, la symbiose homme-machine, jusqu'où aller ? Est-ce qu'on va devenir science sans conscience, comme disait Rabelais, ou est-ce qu'on va repousser les frontières simplement de la technique sans s'occuper du reste ? Et je pense que même aux États-Unis en ce moment, on commence à avoir un débat entre les libertariens et les autres sur le rôle de l'État et le rôle de la puissance publique. Alors j'en viens au rôle de l'État et de la puissance publique. Il est à la fois stratège et régulateur. Il est stratège, la main bien visible de l'État, comme dirait le Premier ministre, accompagnera la destruction créatrice qui est inhérente à toute révolution. L'État est un acteur, il n'est pas le seul acteur, mais il est un acteur majeur. C'est lui qui définit la stratégie et les priorités. On observe qu'aucune innovation scientifique majeure n'a émergé dans le monde sans l'intervention directe de la puissance publique. C'est vrai chez nous, c'est vrai aussi aux États-Unis, c'est vrai partout. Peut-être une différence avec les révolutions politiques d'ailleurs. En termes de prise de risque, de durée, les acteurs privés ne peuvent pas tout assumer et le soutien de l'État est et a toujours été déterminant, même dans les pays les plus libéraux. Le succès de l'iPhone doit autant au génie de Steve Jobs qu'aux infrastructures qui ont été construites aux États-Unis. Le GPS, le Siri ont été faits et développés avec le soutien de l'État. Qu'est-ce que serait la Silicon Valley sans les commandes de l'État ?
qu'est-ce que seraient les universités, la NASA, SpaceX, qui perçoivent des milliards d'investissements qui sont faits pour leur permettre de se démontrer. Moi, j'aime bien l'économiste Mazzucato parce que je trouve qu'elle dit bien que l'État prend beaucoup de risques, quelquefois plus que les privés, et qu'il est juste qu'il en touche sa rétribution appropriée. Alors, difficile de faire la prospective, mais on définit des stratégies, et c'est peut-être le rôle du PIA, enfin des plans d'investissement d'avenir, les PIA 1, 2 et 3, qui avaient été le résultat de la mission Juppé-Rocard de 2009, et qui sont relayés maintenant par le grand plan d'investissement, celui qui a été conçu beaucoup par Jean Pisani-Ferry, et donc par le Cercle des économistes, et qui est celui du quinquennat actuel. 57 milliards, l'État définit des priorités. Ces priorités, c'est accélérer la transition écologique, édifier une société de compétences, compétitivité par l'innovation, ça avait déjà été vrai dans les PIA, ce sera poursuivi, et la construction de l'État numérique. Et c'est avec cette action qu'on va définir des hypothèses, des grands secteurs, faire des scénarios, et agir, et surtout évaluer. Il y a une culture de l'évaluation des politiques publiques qui est croissante et qui est très importante, et qui permet, avec les nouveaux outils d'ailleurs, de faire des grands progrès sur les politiques d'évaluation, puisqu'avec les algorithmes, l'intelligence artificielle et d'autres choses, on pourra maintenant évaluer presque en temps réel et apporter les actions correctrices et redéployer lorsque c'est nécessaire, c'est-à-dire garder ce qui sera efficace et puis permettre de redéployer l'argent là où ce sera le plus efficace ensuite. Voilà, donc le rôle du CSIA, c'est ça. Et donc effectivement, je vois Sandra Lagomina qui est là, nous avons été installés la semaine dernière ou la semaine d'avant, donc c'est tout neuf, mais on va s'y attacher à notre tâche. Nous devons suivre et évaluer et faire des propositions, c'est-à-dire surveiller, mais plutôt veiller. Voilà, l'État a aussi un autre rôle, c'est celui de régulateur, bien Rapidement, entendu. pardon, excusez-moi. Il protège les intérêts de ses citoyens, il protège ses citoyens et il protège ses intérêts. Bien sûr, il doit agir en termes de défense, de sécurité, de cybersécurité. Il doit agir en termes de politique d'accompagnement, il doit agir en termes de régulation sur le travail, l'éducation, la répartition des richesses et les valeurs démocratiques. Et donc tout ça est aussi son rôle. Ça prendra des formes d'investissement, mais pas seulement, c'est bien sûr beaucoup plus large. 2030, c'est demain. Comme vous voyez, il reste pas mal à faire. Alors pour finir, les deux Sénèques que j'aime bien, la première, c'est évidemment qu'il n'ait pas de cap, de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. C'est celle qu'on dit beaucoup dans les plans d'avenir. Une deuxième aussi que j'aime bien, aussi de Sénèque, dans ses lettres à Lucidus, qui dit « Le passé doit conseiller l'avenir ». Et j'aime bien le mot « conseiller » parce que je pense qu'on peut s'en inspirer. Merci beaucoup, jolie phrase, effectivement. Le passé doit conseiller l'avenir. Alors c'est intéressant que vous parliez, Patricia Barbizet, d'Elon Musk, parce que votre voisin de droite, Alexandre Cadin, il a travaillé avec Elon Musk. Elon Musk, on le sait peu, en fait, travaille beaucoup avec la NASA, donc il y a aussi des financements de l'État. Ça existe aussi aux États-Unis, alors souvent on a le sentiment que c'est que le privé. Alexandre Cadin, vous êtes un spécialiste des moonshots. D'abord, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez peut-être expliquer peut-être rapidement, effectivement, comment vous travaillez avec cette fondation X-Prize, et puis surtout nous dire, puisqu'on fait un peu de futurologie, comment est-ce que vous voyez ce futur qui vous appartient un petit peu plus peut-être qu'à moi. Je ne sais pas si... Voilà. Merci beaucoup, Edwige. Bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux d'être parmi vous. Alors, un moonshot, grosso modo, je vais y venir, mais ça qualifie une innovation de rupture contre l'innovation linéaire. Se demander comment est-ce qu'on peut aller chercher justement des objectifs complexes par la technologie. Alors, en deux mots, moi, j'ai grandi dans un monde un peu paradoxal, je crois, comme tous ici, où on avait un peu l'impression de vivre le meilleur et le pire des mondes. Ça me rappelle souvent le texte Tale of Two Cities de Dickens, où il disait « It is the best of times, it is the worst of times ». Alors, best of times, parce qu'effectivement, on nous rabâche qu'il y a une accélération technologique extraordinaire. Certains veulent la croire exponentielle, tant mieux. Et pire des mondes pour moi, parce que si c'est vrai, j'ai l'impression qu'on s'entoure plus de techno-gadgets terribles que de projets qui changent vraiment le monde la plupart du temps. C'est-à-dire qu'on continue d'assembler des Segway plutôt que d'essayer de tester des trucs de téléportation un peu plus marrants. Alors, c'est plus dur, mais pourquoi pas? Et je vais y venir, je garde en suspens. Et en fait, ce qui s'est passé, moi, d'assez marrant, j'ai fait des études en économie, et en 2012, il y avait un papier de recherche de Robert Gordon qui avait fait un peu sensation. Donc moi, je m'intéressais à la question des ressorts de l'innovation de rupture. Et mon mentor, Daniel Cohen, m'a dit « c'est mignon, mais regarde plutôt ce papier ». Et le papier de Robert Gordon, « Is US Economic Growth Over ?»
grosso modo, disait ça y est, c'est fini, la croissance économique, c'est mort. Plus de gains de productivité, cette troisième révolution industrielle, si elle en était une, la révolution informatique, n'est pas arrivée au gain de productivité promis. Et finalement, quand on regarde bien, on n'a pas été capable d'innover grand-chose, parce que même ce type de device, de téléphone, sont en fait la synthèse de plein de choses qui existaient déjà. Donc du téléphone, de l'alarme, etc., etc. Donc ça, c'est sa position. Et il en vient à dire, bon, bah, finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas d'innovation de rupture de cette époque. Et pourquoi il n'y a pas d'innovation de rupture, dit-il, c'est parce qu'il n'y a pas de grands problèmes à résoudre. Parce qu'on a déjà résolu les plus grands problèmes. En gros, on a l'eau courante, donc c'est bon pour Robert. Et moi, bon, ça m'a un peu déprimé parce que j'étais pas d'accord. Je trouvais effectivement qu'il y avait encore d'immenses problèmes non résolus, que le futur était là mais pas très bien distribué, qu'il y avait des zones du monde qui avaient certainement encore besoin d'innovation et de partager ce type d'accélération. Et que l'ONU a très bien montré avec ses objectifs de développement durable à un horizon 2030 qu'il y avait quand même un certain nombre de projets sur lesquels on pourrait tous essayer d'apporter des choses. Et puis il dit, il n'y a pas de nouvelle électricité, il n'y a pas de general purpose technology qui va nous permettre de faire des bonds, de faire de la rupture, de penser totalement différemment. Le problème, c'est qu'en 2012, l'année de parution de son article, il y a aussi la renaissance de l'intelligence artificielle avec l'apparition du deep learning et la possibilité de considérer que cette technologie qui permet grosso modo de synthétiser un chaos d'informations en connaissances actionnables, bah, on allait être capable finalement d'impacter le monde dans toutes les industries parce que c'était bien une forme de nouvelle électricité, de General Purpose Technology. Et à ce moment-là, la question de cette technologie en particulier, qui est une opportunité phénoménale pour augmenter notre intelligence et nous permettre d'aborder des défis qui étaient jusque-là inaccessibles, c'est peut-être d'identifier justement des nouvelles zones de l'économie sur lesquelles on veut agir. Donc moi, ma conviction pour le futur, elle est très simple, c'est que plutôt que de prédire à droite à gauche, ça peut être très intéressant, je crois, de se référer aux grands problèmes de société. Les entreprises se créent, ça a été dit, pour résoudre des problèmes. Je crains qu'elles se créent de plus en plus par mode pour résoudre des non-problèmes ou des petits problèmes. Je me demande si on ne peut pas, et c'est le propos du moonshot, adresser des grands défis de société par la technologie et justement essayer d'aller un peu plus loin. Donc je vous donne deux cas que je trouve sympas. Un premier cas où on utilise la technologie pour faire des moonshots pour résoudre des X bien définis, une inconnue assez claire. Par l'intelligence artificielle, à l'ONU, où on a initié un groupe de travail sur AI for Good, donc l'intelligence artificielle au service du bien commun, pour accélérer la résolution des 17 objectifs de développement durable. Il y a un projet qui vient d'être initié, qui me fascine, qui consiste à utiliser l'imagerie satellite, donc des données de l'espace, mais l'imagerie satellite observant la Terre, pour essayer de résoudre justement ces 17 objectifs de développement durable. Et en fait, c'est dingue parce qu'on se rend compte qu'avec, pour le coup, une courbe assez exponentielle de qualité de l'image depuis 1959, le premier envoi d'Explorer 6 jusqu'au satellite Pléiade du CNES aujourd'hui, donc nombre d'images, qualité de résolution, on est capable aujourd'hui, avec des systèmes de computer vision très simples qui existent déjà, il n'y a pas besoin d'IA forte ou quoi que ce soit, de combattre très concrètement des sujets liés au changement climatique et à la transition énergétique. Alors les causes du changement climatique, on identifie très simplement, par exemple en ce moment, des zones de déforestation illégale en Amazonie, et conséquence, on est capable de voir avec une extrême précision les zones à risque d'inondation et comment l'inondation se répand de plus en plus vite. Avec cette vision méta, qui vient du haut évidemment, qui est le propos aussi de l'intelligence artificielle, je crois, de nous permettre d'augmenter, d'élever un petit peu notre vision. Et puis un deuxième cas que j'aimerais partager avec vous, là où il ne s'agirait pas de se dire on va faire un moonshot en résolvant un X très précis, c'est plutôt de se dire allons-y, essayons de créer des futurs alternatifs qui nous excitent un peu plus. Et dans ces cas-là, je trouve qu'il y a quelques projets qui sont assez fascinants. Alors je vous évoque un cas sur lequel j'ai bossé, Hyperloop, qui est un peu un sujet autour du futur de la mobilité. Ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que pour créer un moonshot, il ne faut pas penser 10%, mais 10x, 10 fois. Donc en fait, si vous voulez aller 10% plus vite, vous prenez une voiture et grosso modo, vous affûtez un peu les roues, le capot. Si vous voulez aller 10 fois plus vite, c'est page blanche, on repart à zéro. Et l'intuition du projet, c'est d'essayer de se déplacer à la vitesse qu'on a dans l'espace en faisant le vide sur Terre dans des tubes pour aller à la vitesse du son. Sympa quand même. Et puis il y a un projet encore plus fou qui a démarré il y a peu de temps, qu'on a annoncé avec la Fondation X-Prize, effectivement, il y a un mois, lié à la téléportation. Alors là, ça va vous faire peur ou rigoler. Il faut savoir qu'au début de ces conversations, il y a effectivement Elon Musk, mais aussi James Cameron, l'auteur, réalisateur d'Avatar. Et le projet, très simple, en fait, était de se dire, bon, bah, avec Anna, All Nippon Airways, qui est le partenaire du projet, comment est-ce qu'on peut essayer de démarrer un projet lié à la téléportation? Alors, ça fait marrer tout le monde, mais on se rend compte qu'une première étape,
qui consisterait à construire des robots, des avatars, qu'on commanderait à 100 km de distance pour réaliser des tâches qu'on ne veut pas faire ou qu'on ne peut pas faire parce que trop dangereuses. Pensez à un pompier ou un chirurgien qui ne peut pas avoir accès à une zone évidemment enflammée ou une zone en débris. Comment est-ce qu'on peut contrôler ce robot ? En fait, c'est dingue parce que toutes les technologies existent déjà pour le faire. Alors vous allez me dire, c'est pas de la téléportation, c'est une étape peut-être de simulation, de téléportation, de compétences, de skills vers une machine que je trouve extrêmement intéressant. Et pour moi, ça me donne 3 clés en fait de comment construire un moonshot, si ça vous chauffe après cette conférence. La première, c'est de viser très très loin, avec un peu d'audace, quitte à passer complètement pour un fou. On a 200 auteurs de science-fiction derrière la Fondation X-Prize, et franchement, ça aide. Le deuxième, c'est une fois qu'on a visé quelque chose de complètement dingue, un horizon 2100, 3000, peu importe, c'est d'essayer de faire du backcast, en fait de revenir à l'envers plutôt que faire du forecast. C'est très compliqué de prédire le futur depuis où on est. Par contre, de quelque part, essayer de revenir en arrière et voir quels sont les bottlenecks et les innovations nécessaires, c'est à peu près possible de se rendre compte, et c'est le cas pour ce projet, qu'on a parfois des technologies qui nous permettent de faire la toute première étape. Je trouve ça intéressant. Et le dernier point, c'est la collaboration. C'est de se rendre compte qu'en fait, si ces technologies sont souvent là, le plus dur pour pas mal de grands projets d'innovation de rupture, c'est l'intégration. C'est d'essayer de penser des projets collectifs qui vont associer de manière pluridisciplinaire différents types d'acteurs. Et je trouve ça intéressant. Donc, je vais juste finir sur une question qui était effectivement posée liée aux compétences à venir et finalement, qu'est-ce qu'il faut pour entrer dans ce monde qui est bourré d'inconnus et que je trouve super excitant en fait. Je trouve ça génial qu'on panique de ne pas savoir ce qui va arriver demain. On peut tout faire et on peut s'amuser à tester, construire et éventuellement à faire des choses un peu mieux. Je pense que ce qu'il faut, c'est de l'imagination parce qu'on est bourré d'intelligence et qu'on n'ose plus, avec un peu d'audace, penser des trucs complètement fous parce qu'on a peur de se perdre. Et à mon avis, c'est un peu dangereux. Donc, je suis d'accord avec vous sur la pluridisciplinarité. Je vais aller un cran après, bizarre, je vais parler d'antidisciplinarité. Je pense que c'est ça qui nous manque. On cherche tous à être des spécialistes d'un petit coin du triangle de la connaissance. Vous savez, de Saint-Simon, les arts, les humanités, la science. Mais c'est au milieu que ça se passe. Et le problème, c'est qu'on a du mal à trouver des gens qui font collaborer ces gens pour penser des grands projets. Donc, je trouverais ça intéressant. Et pour finir, du coup, si je devais à donner des conseils pour étudier à mes enfants, je dirais évidemment les humanités, mais je leur conseillerais aussi de faire du dessin et de la danse pour s'habituer à l'inconnu et avoir plus une attitude que de la connaissance. Je pense que c'est important. Je n'avais pas prévu de citer quelqu'un, mais après Sénèque, je ne peux pas résister de citer Nietzsche, qui disait « Pour enfanter d'une étoile qui danse, encore faut-il avoir du chaos en soi ». Donc cette période d'inconnu, pour moi, c'est une extraordinaire opportunité d'essayer d'inventer des nouvelles choses et d'arrêter de poursuivre notre monde du jour au lendemain de manière trop linéaire. Merci beaucoup. Super. Super, dis donc, bon, après ça, il faut réagir. Alors, justement, avant de faire de la téléportation en Russie, on va peut-être regarder, on va imaginer la ville un peu folle, on va être fou avec vous, Mecca Brunel, vous êtes donc présidente de Gecina. La ville de demain, est-ce qu'elle sera, à défaut d'être tout de suite sur Mars, en tous les cas c'est le projet d'Alexandre, votre voisin, mais est-ce qu'elle va être un peu folle? Racontez-nous comment vous voyez ça. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je suis que directrice générale de Gecina. Le président Bernard Carillon est dans la salle. Donc vous avez raison de préciser, pardon. J'avais noté pourtant, mais vous voyez, je me suis dit, allez, on franchit une étape. Non, mais ça suffit à mon quotidien. Je crois que je suis très très impressionnée par tout ce qui vient d'être dit. Alors revenir sur Terre, c'est un peu compliqué. Gecina est une foncière cotée. Nous sommes propriétaires d'immeubles que nous louons, pour le faire simple, des immeubles de bureaux, des commerces, des résidences étudiantes, des appartements. Donc voilà, on est dans des métiers très basiques, des métiers assez ancestraux. Après tout, il nous faut bien un toit. Et on pourrait rester dans ce monde-là et se contenter de cet environnement-là. En vérité, plusieurs choses ont été dites. Nous vivons un moment de paradoxe. Nous vivons un paradoxe de court terme, des craintes que nous avons en permanence face aux perspectives qui peuvent être absolument extraordinaires, peut-être effrayants, mais tant qu'on n'a pas essayé. C'est le principe du libre arbitre, nous ne pouvons pas le savoir. Nous sommes entre cette vision de principe de précaution que personnellement j'ai toujours détesté, parce qu'on n'aurait rien inventé avec le principe de précaution, et on ne se serait sûrement pas allé sur la Lune, et qui est aujourd'hui remplacé par l'expérimentation. Et surtout, pour moi, ce qui est important dans la période qui vient, alors évidemment, on parle du fait que ces technologies vont détruire des emplois, on regarde surtout les emplois non qualifiés, et surtout,
on ne fait pas confiance à l'intelligence des gens, à leur capacité aussi de s'adapter, à la chance qu'il faut leur donner, à l'encouragement qu'il faut mettre en place. Mais on ne parle pas aussi de du vieillissement important de la population et du fait que nous allons faire face, plutôt que plus tard, à ce vieillissement et que nous ne pouvons plus réfléchir de façon très restreinte et très silo. Dans cet environnement-là, en vérité, la ville devient essentielle parce que nous allons vers l'urbanisation. Tout le monde vient, il y a quand même une exode vers la ville. Les villes à la campagne, on ne les a pas encore construites. Ça aussi, c'est un paradoxe. On pourrait imaginer qu'aujourd'hui, avec la technologie, on pourrait très bien, dans nos campagnes, évidemment quand on n'est pas en zone blanche, n'est-ce pas, où on n'a pas de connexion, et puis travailler à distance. Or, des expériences aux États-Unis ont fait que les collaborateurs qui étaient en télétravail complet, on les a ramenés en ville, on les a ramenés dans des bureaux, tout simplement pour qu'ils travaillent encore plus ensemble et qu'ils partagent plus. Dans cet environnement-là, la ville devient le lieu de rencontre, d'essentiel et de partage. Et ce que moi je considère comme les révolutions de demain, mais sont vraiment des révolutions, c'est au fond revenir au basique, c'est-à-dire la ville qui est une combinaison de fonctions différentes, de fonctions partagées, de fonctions centrales, de fonctions de l'État. Je fais partie des gens, Madame Barbizet, qui pensent que l'État est essentiel. Et d'ailleurs, quand on est capitaliste, ce qui est mon cas, on a besoin de protection, c'est le libéralisme qui nous tue. Plutôt que l'absence de règles qui nous tue, que l'existence des règles. Et c'est un lieu aussi de partage, c'est un lieu aussi de partage, de connaissances, de savoir-faire, de fonctionnement. Et c'est en cela que cette ville doit devenir inclusive, vous le disiez tout à l'heure, dans tous les domaines. Et je dirais que moi, je suis très heureuse de vivre cette période-là, parce que, au fond, mon métier, c'est un métier qui a toujours été inclusif. Tous les axes que nous faisons, l'acte de construire, quand j'ai commencé à travailler sur les chantiers, mon patron m'avait dit, tu verras toute ta vie, les gens, tout le monde, du haut en bas de l'échelle, le comptable, le président, l'ouvrier, vont toujours dire c'est moi qui ai construit. Et pourtant, si on n'était pas dans le collectif, ça ne se construirait jamais. Eh bien, c'est dans ce domaine-là, dans ce collectif, dans ce partage, dans cette intégration que nous devons trouver notre fonctionnement. Et pour cela, je pense que la chose la plus importante, essentielle, encore plus qu'avant, c'est l'enseignement, l'enseignement, l'enseignement. L'enseignement de façon transversale. Vous savez, dans l'immobilier, on dit toujours, le principe, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. On va y rajouter à cela l'éducation, l'éducation, l'éducation. Parce que si nous n'ouvrons pas les portes, si nous ouvrons pas et nous donnons pas la chance de la formation et de la compétence, nous ne pourrons pas savoir si les gens sont capables de se transformer. Et j'en veux pour preuve, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Chez Gecina, une entreprise très traditionnelle, nous avons complètement changé l'organisation, le mode de travail. Nous avons embarqué énormément de technologies, de façon de travailler différente. Nous sommes passés en open space complètement, mais avec beaucoup de moyens d'organisation très sophistiqués derrière. Et du jour au lendemain, ceux qui ont déjà emménagé dans leurs nouveaux locaux, on le fait par étapes, se sont mis à travailler différemment, à penser différemment, à partager différemment. Et ça s'est mis à percoler sur le reste de l'entreprise qui, toutes les 2 minutes, me dit quand est-ce qu'on en déménage. Donc, dans cet environnement-là, nous avons réellement un rôle à jouer. La ville devient le lieu de rencontre, le lieu de partage, et aussi partage avec, on a souvent parlé d'inégalité, en voici aussi un paradoxe. On dit que globalement, il y a une prospérité mondiale plus importante, comme il y a une santé mondiale plus importante. Et face à ça, on a quand même une extension des inégalités et de ce non-partage. Nous avons tous un rôle à jouer. Nous ne pouvons pas considérer que c'est le rôle de l'État ou de tel ou tel organisme non gouvernemental. C'est chacun d'entre nous qui doit y contribuer, qui doit être partie prenante, qui doit mettre ce qu'il convient en place pour participer à ce partage. Et pour moi, ce n'est pas fromage et dessert. Le fait de gagner de l'argent ne veut pas dire qu'on ne partage pas. Le fait de partager, ça ne veut pas dire qu'on ne gagne pas de l'argent. Il faut savoir gagner et être performant pour pouvoir partager, et c'est là-dessus qu'on travaille. Je regarde du coin de l'œil la jeune femme au premier rang qui me montre un panneau. C'est bientôt terminé, donc voilà, je vous remercie. Et là où vous dites enseigner l'éducation, vous avez raison de le dire ici, dans cette belle faculté.
Jacques-Henri Hérault, on arrive à vous. D'abord, merci d'être là. Merci de ne pas faire la télédéportation en Russie. Vous êtes donc le président de l'Olympique de Marseille. Vous êtes quelqu'un, on pourrait penser que vous êtes un saltimbanque quand on fait dans le football, mais en fait, vous êtes quelqu'un de très sérieux. Vous êtes professeur aussi à Sciences Po. Vous avez fait Harvard et vous avez fait Sciences Po. Comme quoi, tous les chemins mènent à Rome et au football. C'est devenu une vraie industrie. Le football, ça le devient de plus en plus. Et en fait, on voit bien que l'intelligence artificielle est complètement en train de modifier votre univers. Expliquez-nous de quelle manière. C'est à vous, Jacques-Henri Hérault. Merci, je suis vraiment très embêté parce qu'effectivement, je suis dans le football et placer Sénèque, Saint-Simon, Dickens et Nietzsche pour parler de football, la tâche va être difficile. Donc je vais essayer de m'en sortir le mieux possible. Pour vous dire d'abord que le football est un secteur que j'ai trouvé extrêmement conservateur en arrivant à la tête de l'Olympique de Marseille. C'est un monopole institutionnel, c'est une gouvernance ultra rigide. Les règles du jeu sont le monopole d'une boîte noire en Angleterre, composée de 8 membres, dont 4 britanniques évidemment, qui mettent 15 ans à accepter l'introduction de l'assistance vidéo à l'arbitrage. Voilà quelque chose qui est à l'image de l'attitude de ce sport vis-à-vis de la technologie et de l'innovation. Alors évidemment, c'est un secteur, vous avez raison Edwige, c'est une industrie, c'est un secteur économique qui en Europe est en croissance de 9% par an depuis 20 ans. Voilà qui n'aide pas vraiment à la remise en question, voilà qui n'aide pas vraiment à essayer de tester, d'expérimenter des approches nouvelles, voire disruptives, quand on est assis sur quelque chose qui croît de 9% par an depuis 20 ans. Et pourtant, d'autres sports avant le football ont mal négocié le virage de la modernité, le tennis, le golf, la boxe, qui étaient des sports extrêmement populaires dans les années 60, dans les années 70, dans les années 80, connaissent des crises extrêmement aiguës aujourd'hui pour ne pas avoir su se renouveler. J'ajoute qu'aujourd'hui, vos enfants, vos adolescents se dirigent probablement par milliers dans des salles de spectacle pour regarder d'autres adolescents jouer avec des joysticks en réseau à des jeux vidéo. Ça s'appelle l'e-sport, c'est une réalité et je dis très modestement aux dirigeants du football aujourd'hui de faire attention à ce que demain, en 2030, en 2040, en 2050, une nouvelle forme de football virtuel n'ait pas pris la place du football que nous connaissons tous. Alors, pour ce qui est de la technologie, je pense qu'il y a pourtant une vraie réflexion à mener sur l'introduction de la technologie dans le jeu. Évidemment, la première thématique qui vient à l'esprit, c'est celle du footballeur augmenté. Alors, le footballeur augmenté, ça veut dire quoi? Je vais vous donner 3 chiffres. Un footballeur professionnel d'un des grands championnats européens doit donner son ballon au bout de 3 secondes. Sinon, il a des problèmes. Ça s'appelle une passe. C'est une passe qui peut être volontaire parce qu'il a décidé de la donner. C'est de plus en plus souvent une passe qu'il doit faire parce qu'il est pressé. Le temps moyen de possession d'une équipe de football, c'est 14 secondes. Et la réussite des passes dans une équipe de football professionnel aujourd'hui, c'est 82%. Vous voyez bien ce que le footballeur augmenté peut être capable de faire demain. C'est ce changement que d'autres appelleraient incrémental qui fera toute la différence dans la victoire finale, que le temps de possession puisse passer de 14 secondes à 20 secondes et que la réussite de chaque passe puisse passer de 82% à 90%. Et là, évidemment, on a déjà des nouveautés qui arrivent, qui sont étonnantes. D'abord, en ce qui concerne la vision, avec des implants rétiniens qui permettraient demain d'améliorer la vision des joueurs sur le terrain. Mais évidemment, les neurosciences ont aussi une place croissante dans nos réflexions. La neuroscience, c'est quoi? C'est évidemment développer ses capacités cognitives, c'est travailler dans une salle noire, dans un environnement 3D pour essayer de justement
améliorer ses réflexes, améliorer sa vision latérale, améliorer surtout la rapidité de sa prise de décision et ses capacités d'anticipation. Ça peut aller demain, ça ira probablement demain vers ce qu'on appelle du brain dropping. Alors ça fait peur, mais il paraît que c'est efficace ou que ça le sera. Ce sont des électrostimulations du cerveau pour travailler ce que les chercheurs appellent la plasticité du cerveau et le fait de stimuler les zones du cerveau qui vont permettre aux joueurs d'être plus performants dans un but, dans un objectif qui est toujours le même, celui d'accélérer encore plus la prise de décision et les capacités d'anticipation. Et puis évidemment, il y a tout le champ de la médecine, de la prévention comme de la guérison. 45% des blessures sont musculaires. Une blessure musculaire, c'est 3 semaines d'arrêt. 15% des blessures touchent les ligaments. Une rupture des ligaments croisés, on a un joueur en ce moment qui est dans cette situation, c'est 6 mois d'arrêt. Vous imaginez ce que pourraient faire demain les cellules souches dans la régénération des tissus, musculaires notamment, pour diviser par exemple par 2 ou par 3 l'immobilisation d'un joueur. Mais on parle de cellules souches. On a aussi ce qu'on appelle le PRP, c'est-à-dire le plasma riche en plaquettes. Évidemment, tout de suite se pose la question du dopage du futur. Est-ce que ça va vouloir dire ou ce que ça peut vouloir dire? Ça, c'est du sang qu'on va vous extraire, qu'on va mettre dans une centrifugeuse, qu'on va bombarder de plaquettes. Et les plaquettes contiennent des protéines qui permettent, là encore, de soigner beaucoup plus rapidement le muscle. Tout ça va être une révolution et je ne pense pas que ça arrivera en 2030, mais bien avant. Et puis il y a une autre thématique, alors qui est une thématique qui n'est plus d'ailleurs du domaine du fantasme, c'est la technologie au service de la stratégie. Évidemment avec le big data. Et là, il y a un dirigeant d'un club américain de baseball, Billy Beane, qui entre 2000 et 2006, alors que son équipe était la 25e masse salariale de la Ligue de baseball professionnelle, a réussi à se qualifier 5 ans sur 6 en phase finale du championnat de baseball américain à travers ce qu'on appelle aux États-Unis la sabermétrie, c'est-à-dire l'étude des données en masse. Et 2000-2006, on ne parlait pas encore d'intelligence artificielle et de big data. Évidemment, vous êtes, pour certains d'entre vous, des économistes. L'importance de l'information et de sa circulation a fait que ce type de méthode a été de plus en plus utilisé par d'autres clubs et que l'avantage concurrentiel de Billy Beane et de l'équipe d'Auckland s'est au fil du temps réduit. Mais évidemment, le big data va avoir une importance absolument majeure, y compris pour le recrutement, puisqu'aujourd'hui, on modélise chaque joueur avec une analyse multicritère qui nous permet, à nous, dirigeants de club, de savoir qui devrait, avec une meilleure probabilité de succès, être recruté pour permettre à l'équipe et à son modèle de jeu, à sa philosophie de jeu, à son style de jeu, d'atteindre ses objectifs sportifs. Voilà, c'est tout un pan dans le domaine du possible qui s'ouvre au football comme à d'autres sports. Et ce que je viens de vous décrire là n'est pas simplement un exercice théorique. Chaque élément que j'ai mentionné devant vous fait l'objet d'études extrêmement poussées en laboratoire, public comme privé. Merci beaucoup, Jacques Henriet. Ça fait un petit peu peur. Est-ce qu'un jour, on aura une équipe de foot avec que des robots ou ça sera un peu bizarre, non? C'est dans quelques années. Merci beaucoup. Un pronostic pour le match France-Uruguay? Non, je ne sais pas. Quelqu'un peut dire le score, non? D'ailleurs, je suis quand même très impressionné qu'il y ait autant de personnes dans la salle. Hein. Oui. C'est assez étonnant. Ils suivent quand même, ils suivent. Mais en tous les cas, il faut dire que c'était très intéressant et ça faisait un petit peu froid dans le dos quand même, ce que vous nous racontiez. Si vous avez des questions, c'est le moment... Ah bah, voilà, c'est déjà levé en haut, 1, 2, 3. Il faut reprendre. Vous vous présentez, donc il y a monsieur en haut à droite, la dame avec le chapeau à droite. Et une autre dame là-bas. C'est le monsieur tout à fait en haut qui s'est précipité. Tout à fait en haut. Voilà. Bien, bonjour. Jean-Christophe Tortora, La Tribune. Oui.
Je souhaitais réagir notamment aux interventions d'Antoine Frérot et de Mecca Brunel. Sur le thème, on a beaucoup parlé de ville inclusive et du phénomène de métropolisation justement dans ces révolutions de demain. Ma question est comment demain, avec cette accélération de révolution, on peut éviter l'accroissement de la fracture territoriale. En clair, comment demain justement conserver une sorte de cohésion nationale entre en effet des métropoles qui soient exposées à la fois par des flux migratoires, des poches de richesse qui côtoient des poches de pauvreté, et à la fois une ruralité qui est, on va dire, en manque de repères dans cette mondialisation. Antoine Frérot, essayez de voir si un de vos micros marche. Non, c'est une question vive que je pense le gouvernement et même le chef de l'État devraient aborder dans quelques jours. Parce qu'effectivement, on constate un creusement de cette fracture territoriale, non seulement entre les villes et les campagnes, mais entre les grandes villes, les métropoles, il y en a, on va dire une dizaine, une quinzaine en France, et les villes moyennes et les territoires ruraux. Et personne ne connaît vraiment la recette pour remédier à cela. Je pense tout d'abord qu'il serait important de faire la liste des solidarités urbain-rurales qui existaient il y a encore 15 ans et que nous avons détruites. Avec le fait que les territoires les plus riches, les grandes villes, se sont vus même interdire de mutualiser avec d'autres collectivités territoriales de leur interland, si je puis dire, toute une série de moyens qui permettaient de mettre en œuvre cette solidarité et qui permettaient au hub que constitue la ville de servir d'amortisseur des coûts fixes des principaux services publics. Et puis, entre l'urbain et le rural, il y a des tas de services naturels ou des services physiques qui s'échangent. Dès lors qu'on détruit ces solidarités ou ces mutualisations, on laisse les plus pauvres dans leur coin. Merci. En matière d'eau et de déchets, par exemple, il y a énormément de mutualisations qui ont été effacées par, je dirais, l'égoïsme des dirigeants des villes. Moi, c'est envoyé. C'est évidemment une des dimensions importantes du plan d'investissement aussi. Parce qu'il y a quand même toute une dimension dans les différentes priorités que j'évoquais tout à l'heure. Celle-là existe, elle est prise en compte par l'équipe du secrétaire général pour l'investissement de Guillaume Boudy, à peu près quotidiennement dans l'analyse des projets qui sont ensuite soutenus par le gouvernement. Merci. Il y a des gros effets d'échelle pour les services publics. Et donc, il faut que le plus riche et le plus gros puissent amortir les coûts fixes et faire bénéficier les plus petits seulement des coûts variables. Et vous avez raison, c'est vraiment la question du moment et la passe un peu difficile que traverse le gouvernement est très liée notamment à ce que vous venez de dire et à cette question. Il y avait d'autres, la dame là, et après il y a la dame au chapeau qui était là en deuxième d'abord. Rapidement, question courte, réponse courte, s'il vous plaît. Très bien. Guylaine Alajoanine, présidente du Haut Conseil de la télémédecine, j'ai initié les premières expériences de télééchographie satellitaire. Ce n'est pas en améliorant la bougie qu'on a trouvé l'électricité. Il y aura toujours des marchands de candélabres. Ma question donc porte sur la ressource humaine, parce que les innovations, il n'y a plus de barrières technologiques. Le problème, c'est la mise en œuvre, la mise en application. Et donc ma question est, est-ce que vous ne croyez pas qu'il faudrait avoir l'audace de lancer un grand chantier, par exemple, au niveau de la télémédecine, pour que n'importe où, dans n'importe quel endroit, on puisse répondre à la question angoissante, mais qu'est-ce que j'ai ? Alexandre Cadin. Oui, j'adorerais essayer d'y répondre. Alors, je suis moi totalement d'accord avec vous. Je crois que ce qui manque souvent, j'essaie de parler de collaboration, c'est ces effets de synergie sur ce qui existe déjà pour essayer de s'élever chacun au-dessus de ses objectifs quotidiens. Le propos notamment de la Fondation X-Prize, une fondation non-profit, c'est un peu exactement ça. C'est de dire comment est-ce qu'on va réunir des équipes à travers le monde qui peuvent craquer un problème à résoudre. Donc un X, le X d'X-Prize à chaque fois. Et là, le cas, par exemple, que vous citez, fait partie de use cases qui sont imaginés dans les projets Avatar. Et en fait, comment marche la fondation ? En fait, elle récompense des inventeurs en leur remettant entre 5 et 50 millions de dollars à celui qui craque
le problème imaginé. Et ce dont je me suis rendu compte ces dernières années, en parcourant différents pays qui permettaient d'y aller, c'est que c'était un modèle parmi plein d'autres qui permettait de réfléchir un peu plus en rupture et en tout cas à favoriser la synergie. Donc moi, je pense aussi qu'il faut des plans de ce type-là et que les acteurs publics et privés ont un rôle à jouer sur ce sujet. Merci. Il y avait une dame en bleu. Après, voilà, vous. Après, moi, j'ai une question pour... j'en profite puisque j'ai le micro, Nouriel Roubini. Après, conclusion de David Esmar. Allez-y, madame. Oui, j'ai voulu demander une question générale à tout le panel. Merci d'abord. C'est très passionnant. Pardon, vous pouvez vous présenter. Okay. Je suis Rachel Kaplan et je suis la présidente d'Events et compagnie. Je travaille en France et je vis en France depuis 24 ans. Et je suis d'origine américaine de New York. Et je vois dans les derniers 24 ans deux phénomènes. Une nette baisse au niveau d'éducation. Et j'ai parlé à une Américaine qui, cette semaine, est de Wharton School of Business, grande avocate pour Related Companies. Elle a dit que les gens qui rentrent sur le marché du travail aujourd'hui sont beaucoup moins éduqués, et même des meilleures universités. Et je le vois personnellement dans mon bureau. C'est très difficile de trouver des gens qui sont parfaitement bilingues, anglais, français, en France aujourd'hui. Deuxièmement, le gig economy. Tout le monde en parle aux États-Unis, peut-être aussi en Europe, où les gens de la classe moyenne doivent avoir 2 ou 3 postes et ils n'ont pas mis $400 de côté ou 400 € de côté. Où est-ce qu'on va avec ça? Parce que ça va aussi faire des révolutions. Nouriel Roubini, vous voulez répondre? The question, ou qui veut répondre? Sinon, je ne sais pas. On the question of education, I think that increasing in the United States, but I fear the same thing is going to happen around the world. You have a bill of a dual educational market. Some people have access to the best education, the educational innovation, and many people are left behind. That becomes particularly severe in the case of the US, where there is a system of public and private education, and only a subset of the public institutions are very good. So I think that's a severe problem. It's affecting actually the skills of the US, labor force. Puisque vous avez la parole, je vous pose une dernière question, Nouriel Roubini, avant la conclusion. Yes, sorry, I said it in English or in French. Ma dernière question, est-ce que vous nous avez fait notre prédiction un peu pour le futur? Est-ce qu'à court ou moyen terme, est-ce que vous pensez qu'on va dans une inversion de cycle? Est-ce que vous pensez qu'on va connaître de nouveau une crise, pas comme celle qu'on a connue, des subprimes bien sûr, mais est-ce qu'on va vers une crise assez importante, significative dans les prochains mois? Well, I do not expect a global recession or a global financial crisis anytime soon, but I think there are plenty of risks that can derail the global economy. One, as I see it, is this backlash against trade and globalization, and the US is starting now a trade war, not just with China, but I fear that the Trump administration is going to impose also tariffs on auto exports from Europe, Japan to the United States, and this NAFTA deal with Mexico and Canada looks like dead on arrival, and I think the lessons of the past suggest that trade wars eventually lead to economic downturns. That's one risk. I still see fragilities in the Eurozone. I think that Italy, unfortunately, is a slow-motion train wreck, given that now we have a major Eurozone country that has elected to power a populist government, one that is going to be on a collision course both with Europe and the markets. And increasingly, even the rest of Europe, as I pointed out, at least 6 European countries where now populists are in power. Even Angela Merkel in Germany is fragile. Seems like actually the bright spot in Europe right now is France, where your president is starting to implement the kind of economic reforms that are needed to increase productivity. But I would say, Eurozone is a risk. The biggest risk in some sense in the global economy is the unpredictable economic and other policies of the Trump administration, whether it's the approach to trade, whether it's the approach to global climate change, whether it's the approach to migration, whether it's throwing away the global economic order that was created by US, Europe and its allies and so on. I think this is a
major source of economic and eventually financial and political uncertainties as well. Merci. Merci beaucoup, j'attendais la fin de la traduction. Merci beaucoup, Nouriel Roubini. Merci à tous. Maintenant, place à vous. David Esmar, qu'est-ce que vous avez retenu? Il y a eu beaucoup de choses. Peut-être pas facile de faire un fil conducteur, mais en tous les cas, voilà, c'est votre job. Vous êtes professeur, c'est à vous de conclure. Merci beaucoup pour la tâche difficile dans laquelle vous m'engagez. Donc, du coup, je vais faire une espèce de synthèse, mais qui reflète essentiellement ce que je pense. Donc on a défini des grands axes. Évidemment, c'était très difficile de prédire ce qui va se passer à 50 ans. Il faut pas s'attendre à ce qu'on ait raison, en un sens. Donc on a défini un certain nombre de grands axes. Moi, j'ai retenu au niveau sectoriel ce que disait Antoine Frérot sur l'alimentation, la pollution, évidemment, la ville, la mobilité, c'est quelque chose dont on parle tout le temps. L'alimentation un peu moins, l'agriculture, etc. Enfin, c'est important, on mangera toujours. Il y a probablement beaucoup de choses par là. Et du côté de l'éducation, on a beaucoup parlé évidemment de progrès technique et du rôle du progrès technique dans le creusement des inégalités, dans le fait que si vous faites partie des gens qui ont le plus de compétences techniques, vous allez probablement avoir des métiers, les sciences du vivant, l'intelligence artificielle et les technologies de l'information, etc. Évidemment, les statistiques, le lien homme-machine aussi, donc le côté biologique et ingénieur en même temps, enfin, apprendre un peu à bridger, à avoir les deux compétences, les compétences technologiques et les compétences biologiques, comme on en a parlé dans le cas du football. Et puis évidemment que dans un monde où les technologies seront prédominantes, l'automatisation sera prédominante, il y aura évidemment toujours un rôle pour l'humain, la gestion de l'humain, les soft skills, etc. Donc ça, c'est des orientations très vastes, et je crois que une leçon un peu de cette session, c'est que pour prédire à 30 ans, on ne peut pas faire beaucoup mieux que des grandes orientations. Ça va être très difficile d'être plus précis que des grandes orientations. Faut accepter l'idée qu'on ne sait pas vraiment. Donc pour l'éducation, c'est pas trop un problème. On choisit des grandes filières, on apprend un grand corpus de compétences, et bon, c'est pas trop un problème. Évidemment, pour ce qui est rôle de l'État, rôle de l'investisseur, rôle de l'organisation, c'est beaucoup plus un problème. Edwige a posé une question à Monsieur Frérot, qui est si vous pensez à 2040, pourquoi vous faites des investissements? Comment vous faites vos investissements en 2040? Monsieur Frérot répond on fait des investissements pour les besoins qui sont aujourd'hui, même si c'est dont on pense que c'est les besoins qui vont durer longtemps. Donc les organisations apprennent évidemment à déjà observer le présent pour plus ou moins anticiper l'avenir. Elles ne peuvent pas faire mieux. Il faut aussi évidemment qu'elles apprennent à expérimenter. Donc ça, il y a eu aussi cette discussion sur l'expérimentation. Alexandre Cadin aussi a parlé de la nécessité d'avoir des gens qui pensent de manière un peu latérale, un peu, donc essayer différents trucs. Et comme un jardinier qui cultive différentes graines, prendre les graines qui poussent bien, enlever celles qui ne poussent pas. Et en un sens, c'est un peu comme ça qu'aux États-Unis, puisque la question est venue, le financement de la recherche fondamentale et la recherche de long terme se fait. C'est-à-dire que l'État, évidemment, intervient, il finance la recherche de long terme, mais il aiguille pas. Il ne dit pas « je vais investir dans cette entreprise ou dans cette autre entreprise ». Il dit « je crois aux biotechnologies, je crois à la santé, je crois au big data et je finance les universités ou les entreprises qui se lancent dans ces projets-là ». Après, c'est très organique, ça ne se finit pas comme on avait prévu, et donc il faut un peu accepter ça dans la planification du futur, le côté organique de l'innovation. Voilà. Super, bravo, vous avez réussi. Merci à vous de votre attention, et merci à tous.